Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation du 26 et 28 septembre 2015, RDC, Libye, Chine et pour finir, actualité en France. Côte d'Ivoire, mobilisation ce 26 et 28 septembre 2015. Tout de suite, actualité en RDC. Et en politique, 28 partis politiques extra-parlementaires, membres de la majorité présidentielle, ont réitéré leur attachement à l'autorité morale de la majorité présidentielle et chef de l'État, Joseph Kabila. Au cours d'un point de presse, les membres de ces partis ont fustigé et condamné le comportement de cette frondeur et dit soutenir le chef de l'État jusqu'au bout en invitant la population congolaise à la vigilance. Suivez. Nous sommes à la foire internationale de Kinshasa, où se sont donnés rendez-vous les membres de 28 partis politiques extra-parlementaires de la majorité présidentielle. Il est question de livrer à l'opinion tant nationale qu'internationale leur point de vue après l'auto-exclusion de G7, de la majorité présidentielle et les démissions qui s'en sont suivies. Nous ne pouvons que fustiger et condamner un tel comportement, en ce qu'il met en danger l'existence de l'État, de la nation et de la République. Jette en même temps un doute sérieux sur la valeur morale et éthique qui sied au corps de l'élite auquel ces personnes appartenaient. C'est ici pour nous l'occasion d'inviter notre peuple à la vigilance et à la résistance. Ces fidèles à Joseph Kabila veulent également savoir qui sont les vrais commanditeurs, les tireurs de ficelles et les vrais mobiles qui poussent ses compatriotes à cette fuite en avant. Le parti extra-parlementaire de la majorité présidentielle soutient la position du bureau politique et salue la démarche engagée par elle avec courage et détermination. Réitère une fois de plus leur engagement à demeurer au sein de la majorité présidentielle avec fidélité et loyauté. Réaffirme leur indéfectible attachement à la vision politique incarnée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en 100 personnes ainsi qu'à la charte de la majorité présidentielle. Il est plus que temps, selon les membres des partis politiques extra-parlementaires, que l'AMP se requalifie, se reforme pour plus d'efficacité et de cohésion, tourne le dos à toute action visant à conduire au développement des forces centrifuges et surtout dire au revoir à ces passés récents. Dans le même registre, le caucus des élus du peuple du Kasaï réaffirme son attachement à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila, et promet de soutenir sa vision. Nous, députés nationaux de la province du Kasaï, réunis ce mardi 22 septembre 2015, tenant compte du climat politique actuel, déclarons ce qui suit. 1. Dénonçons le comportement antipatriotique du prétendu groupe G7 qui ont écrit dans leur mémorandum des mots calomnieux et mensongers à l'égard de l'autorité morale de la majorité présidentielle, son Excellence Joseph Kabila Kabange. 2. Désapprouvons la démarche entreprise par les dissidents de la majorité présidentielle tendant à faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y aurait absence du débat démocratique au sein de notre plateforme. 3. Félicitons le président de la République, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle pour les réformes administratives et politiques entreprises dont notamment celles liées au découpage territorial telles que prônées par la Constitution et les lois nationales. 4. Confirmons notre appartenance comme toujours à la majorité présidentielle. 5. Réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État et autorité morale de la majorité présidentielle. 6. Soutenons les institutions de la République ainsi que leurs animateurs. Restant dans ces chapitres, le Front pour le dialogue inclusif qui a fait une déclaration estime qu'il est grand temps de promouvoir le dialogue et éviter la logique de confrontation en adoptant celle de l'entente et des échanges fructueux. On écoute ici l'une des cadres de ce mouvement citoyen. La lettre du G7 rendue publique au courant de la semaine qui vient de s'achever a fait grand bruit dans les médias ainsi que dans les cercles privés locaux et lointains. Le dialogue était et restera toujours dans notre pays
d'une immédiate et impérieuse nécessité car il offre un cadre consensuel pour l'identification de tous les problèmes qui préoccupent les citoyens congolais de tous bords et la recherche de solutions y relatives. Nous ne pouvons pas naviguer à vue d'œil jusqu'au moment où nous nous trouverons dans l'impasse. Gouverner, c'est prévoir, dit un adage. Eh bien, prévoyons en dialoguant, évitons la logique de la confrontation et adoptons celle de l'entente et de l'échange fructueux. Le FDI pense que l'on peut dès à présent mettre certains garde-fous aux conclusions des travaux et résolutions du dialogue. Prévoir et mettre en place un dispositif fait de mesures qui conviennent et sécurisent toutes les parties, tout en garantissant contrôle et intervention à l'encontre de toute tentative d'action non concertée et non consensuellement décidée. Tout de suite, situation de la Libye. Mais à présent, jetons un regard sur la Libye et sa situation sous le régime de Kadhafi. Ce même homme, le colonel Muammar al-Kadhafi, celui que l'OTAN et les États-Unis ont stigmatisé comme dictateur brutal, ce qui leur a servi de justification pour leurs attaques aériennes et son assassinat, cet homme devrait être vénéré par les Nations Unies pour ses mérites en ce qui concerne les droits de l'homme en Libye. Les faits suivants sont seulement un extrait d'une longue liste. Premièrement, en Libye, il n'existait pas d'intérêt sur les crédits. Deuxièmement, l'électricité était gratuite. Troisièmement, tous les nouveaux mariés recevaient de l'État libyen l'équivalent de 45 000 € pour financer leur propre appartement et fonder une famille. Quatrièmement, la formation médicale et les traitements médicaux étaient gratuits. Avant Kadhafi, seulement 25% de la population libyenne savait lire. Aujourd'hui, 83%. Cinquièmement, une partie de toutes les ventes de pétrole libyen était créditée directement sur les comptes des citoyens de Libye. Sixièmement, Kadhafi a lancé le plus grand projet mondial de pipeline d'eau potable pour un meilleur approvisionnement en eau de la population et de l'agriculture. Tout cela et beaucoup d'autres choses sont du passé maintenant, depuis que l'OTAN nous a libérés de ce monstre. Mais qu'est-ce que la Libye a donc fait pour que tout cela soit enlevé à ce pays? Jusqu'à l'élimination de Kadhafi, ce pays avait un étalon or. Il possède du pétrole et du gaz en quantité et il y a une richesse d'eau douce gigantesque. Au sud de la Libye, il y a 4 grands réservoirs d'eau dans lesquels se conservent 35 000 km3 d'eau. Si on met un prix de vente de seulement 2 € par mètre cube, alors la valeur de ces réservoirs d'eau d'excellente qualité se chiffre à 58 000 milliards d'euros. Le 1er septembre 2010, la première grande section du projet Great Man-Made River, une rivière artificielle transsaharienne, a pu être mise en service après sa planification et sa construction qui ont duré 30 ans. C'était 5 mois avant les émeutes en Libye, donc avant que le projet, qui avait été qualifié de 8e merveille du monde, puisse porter des fruits au vrai sens du terme. Lors de la fête d'inauguration, Kadhafi avait dit « Ce projet est notre réponse aux reproches de l'Amérique qui nous accuse de cultiver le terrorisme. » Kadhafi s'occupait en outre d'avoir une bonne politique sociale et un très bon système d'éducation et de santé. Et tout a été détruit par les apporteurs de démocratie, par génocide. Au lieu de la 8e merveille du monde, avec des jardins florissants, ce pays ne peut plus se distinguer que par ses migrants. Tout de suite, actualité de la Chine. Un gros titre dans les médias américains, la première visite d'État du président chinois Xi Jinping aux États-Unis. Lundi, le Wall Street Journal a publié une couverture spéciale de l'événement, imprimant une pleine page d'un entretien avec le président Xi. La manière de communiquer du président Xi est très différente de la manière traditionnelle, un peu plus verte, un peu moins formelle, et sa touche personnelle sur les réponses est visible. Dans ce cas, je pense que celle-ci n'est qu'il y a incontestablement un changement et une réforme de méthode au sein du gouvernement chinois en général. Le président chinois communique avec le peuple américain et avec des organes de presse tels que le Wall Street Journal. Seib a parlé d'une interaction plus large et d'un dialogue plus ouvert et franc qui sont attendus de la visite d'État de Xi.
Caroline Atkinson, conseillère nationale adjointe à la sécurité américaine, déclare que beaucoup de sujets seront traités et que la coopération économique sera le plus important. Le sujet principal est bien sûr l'économie, de voir comment les États-Unis et la Chine peuvent travailler ensemble pour promouvoir une économie mondiale forte et stable, mais aussi de soutenir la croissance des économies réciproques ainsi qu'un rééquilibrage. Donc la Chine va effectuer une transition vers une économie basée sur la consommation. L'économie américaine a été relativement forte durant un certain nombre d'années et nous regardons à ce que l'économie chinoise poursuive aussi son renforcement. Et l'ancien secrétaire américain au Trésor Henry Paulson de souligner que les intérêts communs entre les deux pays dépassent leurs différences. Il a salué les efforts de la Chine, de même que les progrès réalisés en matière de réformes économiques. Ce qui se déroule au sein de l'économie réelle est le plus important. Il y aura toujours des hauts et des bas sur le marché. Vous aurez toujours des marchés en surchauffe. Mais la clé en vue de minimiser cela est de disposer d'un marché de capitaux bien développé et efficace. Et la Chine accomplit de véritables progrès. Néanmoins, un long chemin reste à parcourir. Je suis ravi de voir que le président Xi constate le besoin de poursuivre avec les réformes. La visite constitue également un sujet d'importance pour le public américain, de Seattle à Washington, où la présence du président Xi est fortement ressentie. Et pour finir, actualité en France. Les résultats, c'est plus de près de 4000 morts en mer l'année dernière dans la Méditerranée. Voilà la politique, les vrais résultats de la politique généreuse et humaniste de l'Union européenne. Alors excusez-moi, mais un humanisme comme celui-ci, on s'en passerait forcément. Est-ce que vous mettez en place une politique saine pour vos citoyens et pour ces gens-là, ou est-ce qu'au contraire, vous contribuez encore à vider ces pays de leur force vive, de leur argent, et en plus, vous créez de la déstabilisation sociale? La France a finalement conclu la vente des 2 navires de type Mistral avec l'Égypte, initialement prévu pour la Russie. Si François Hollande annonce que la France ne perd rien, il oublie les frais de gardiennage, de remise en marche et de remplacement du matériel russe, sans oublier 800 millions d'euros de manque à gagner sur 2 Mistral supplémentaires. Le ministre de la Santé Marisol Touraine opère un virage à 180 degrés en soutenant le déremboursement de médicaments actuellement pris en charge à 15 ou 30%. Les économies se font aux frais de la population française et plus particulièrement des personnes âgées, mais le gouvernement n'a pas le choix, il doit trouver de l'argent pour gérer sa politique sociale en faveur des illégaux. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition internationale, les 2 navires de guerre de type Mistral, initialement commandés par la Russie, ont finalement été vendus à l'Égypte pour près de 950 millions d'euros. Reste maintenant à savoir si ce montant couvre toutes les dépenses engagées par la France dans cette opération. En tout cas, François Hollande l'assure, la France ne perd rien. Depuis plusieurs semaines, j'ai entamé des discussions avec le président égyptien pour que nous puissions vendre les Mistral, puisque nous ne les avons pas livrés. C'était aussi une décision que j'avais prise à la Russie. Nous avions dénoué le contrat avec la Russie, dans de bonnes conditions, respectant la Russie, et également n'infligeant aucune pénalité pour la France. Hier, j'ai arrêté avec le président Sisi et les modalités et le prix de la vente de ces Mistral, et la France assurera donc la livraison de ces bateaux sans rien perdre, tout en faisant en sorte de protéger l'Égypte. L'affirmation du président quant au coût de l'opération ne semble pas très arithmétique. Le 17 septembre, à l'occasion de la cessation du contrat avec la Russie à l'Assemblée nationale, le rapporteur du projet de loi, Michel Vauzel, a affirmé qu'en l'absence de revente des bâtiments, le coût final pourrait être de l'ordre de 1,1 milliard d'euros. Mais cette somme ne prend pas en compte le coût de la remise en marche, l'adaptation aux clients, le rééquipement et les coûts de gardiennage. Selon un calcul du Canard enchaîné, l'ardoise s'élève déjà à 1,4 milliard d'euros. C'est bien le contribuable qui paiera l'addition et non la compagnie d'assurance privée Coface. À cela s'ajoutent 2 importants manques à gagner portant sur l'annulation de la construction de 2 Mistral supplémentaires équipés pour 400 millions de matériel et la maintenance des 4 navires pendant 30 ans pour 400 millions d'euros également. Le total s'élève donc à 2,2 milliards d'euros. Malgré tout, la France peut s'estimer heureuse. Si le président Poutine l'avait souhaité, notre pays risquait 251 millions de pénalités de retard et une condamnation à 500 millions d'euros devant un tribunal arbitral international. Lors de l'annulation de ce contrat, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a ironisé sur l'importante délégation de députés présents à l'Assemblée.
En effet, l'hémicycle ne comptait que 23 d'entre eux, parmi lesquels Nicolas Dupont-Aignan, Gilbert Collard et Nicolas Dhuicq pour les Républicains. Ce dernier a d'ailleurs dénoncé le manque de vision stratégique du gouvernement. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les brèves.